Lumineuse, rageuse, tendre, vindicative, Yvette Terola est tout cela à la fois. Ce n'est pas une contradiction, plutôt une définition de l'intensité. Elle n'est qu'une toute jeune fille de 14 ans lorsqu'elle débute avec Beno Besson au Théâtre Populaire Roman dans Sainte-Jeanne des Abattoirs. Le théâtre, comme une aventure collective et engagée, elle le vit jusqu'au bout tout en refusant de quitter sa terre natale par ambition. Avec des metteurs en scène comme André Stégère, Philippe Morand, Joël Jouanneau et tant d'autres, elle jouera dans Maison de poupée. Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone, La Supplication, Laïla, Les Enfants Tanners et tant d'autres. Je parie 20 balles que je me le fais. Mais toujours, Yvette Terola cultivera en parallèle un espace bien à elle, nourri de textes et de musique, ses tours de chant, le journal d'une vie de femme, féministe, combattante jusqu'au bout de l'âme, une femme dont la voix révèle autant de cohérence, de profondeur que de doute. D'ailleurs, Yvette Terola parle autant avec ses silences que ses mots, et souvent, de plus en plus souvent peut-être, elle murmure qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, mais elle est là. Dans le noir. Yvette Terola, bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous avez commencé le théâtre à 14 ans, est-ce que vous aviez imaginé que ce serait un oui pour la vie ? Non. Non, j'avais pas imaginé ça, mais je sentais quand même, je crois confusément que c'était ma voix, je crois. Parce que j'ai rien fait d'autre depuis l'âge de 14 ans. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai 60. Et je crois que c'était ma voix. Qu'est-ce qui a changé en vous aujourd'hui par rapport à la jeune fille que vous étiez ? Peut-être ce qui a changé, c'est quand même un peu les fatigues du voyage. Mais je garde pour mon métier le même enthousiasme et la même reconnaissance, en fait, d'avoir pu faire ce métier-là. C'est une chance, quand même, que j'ai trouvé cette voie-là. Je crois que c'était important pour moi de m'exprimer sur une scène. Je suis quelqu'un d'un peu timide et la scène m'a aidée à vivre. Quand la salle rit, quand la salle vibre, est-ce que vous ressentez cette émotion, cette pulsion presque différemment lorsque vous êtes entièrement seule sur scène ? Alors quand je chante, je suis effectivement seule avec les musiciens ou la musicienne. J'aime ça, enfin j'aime mon métier par-dessus tout et j'ai passé beaucoup de ma vie sur les scènes, à jouer, à chanter, à voyager. Ça a été, je crois, une partie, 80% de mon existence. Des fois, je me dis, c'était sans doute trop, j'aurais pu faire d'autres choses. Mais voilà, ça a occupé une partie de ma vie et j'espère encore que dans les années qui viennent, je pourrai encore exercer ce métier longtemps, si ma mémoire me le permet. Vous dites trop, mais le trop, finalement, ça fait partie du jeu, non ? Oui, j'ai eu pas mal, j'ai eu des trous dans Non, le trop. Ah, le trop, je crois qu'il y a des trous de mémoire. Ah non, je suis pas méchante quand même, le trop. Non, mais non. Le trop, oui. Dans quel sens ? Le débordement, le fait qu'on contrôle pas tout, finalement. Ah, mais je contrôle pas grand-chose. C'est-à-dire que j'apprends mon rôle, je fais ma partition toujours musicale pour les rôles que j'interprète, mais après, j'essaye de laisser aller et puis de me laisser effectivement déborder par ce qui arrive. Quelquefois, il arrive des choses magnifiques, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ça arrive de temps en temps, pas souvent, et quelquefois, eh bien, on a l'impression qu'on fait son métier le plus honnêtement du monde, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où il se passe pas ce qu'on aimerait, la petite étincelle en plus, c'est vrai.
Mais c'est vrai, on est débordé très souvent. Enfin, je suis débordée, oui. On regarde ce qui se passe ici? Oui, On y va? oui. Alors c'est un casque, vous pouvez le mettre Oui. sur vos oreilles. Avez-vous une âme? Comment voudriez-vous mourir? Comment faire pour être heureux, pour être lucide? C'est quoi réussir sa vie? Est-ce que c'est idiot de poser des questions? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans souffrir? Est-ce que vous croyez à l'amour? Pourquoi ne peut-on pas donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir? Avez-vous la certitude d'avoir un jour, ne serait-ce qu'une fois, aimé? Comment continuer? Où puiser la force? Dans le rire des enfants? Dans le chant des oiseaux? Oui, non? Comment s'inventer chaque jour l'étoile qui nous guide? Ce texte, Yvette, vous le dites sur scène, c'est un texte de Jean-Marie Leclésio. Je vous retourne la question, enfin les questions, parce que c'est un choix de questions parmi une marée, un océan de questions. Quelle est l'étoile qui vous guide chaque jour? Parce que pour une fois, c'est moi qui la pose. Oui. L'étoile qui me guide. Ben, ça dépend des jours, ça dépend des états, ça dépend de... Je crois que ce qui m'aide beaucoup à tenir debout, c'est les poètes et la parole des poètes, entre autres Jean-Marie Leclésio, où je pense, là, ça me vient à l'esprit tout de suite, des poèmes de Michaud que j'ai aussi repris dans le dernier spectacle, ou à Charles Juliette, quand il dit aussi insuffisante que tu te trouves, parce que tu es un être humain, tu as droit à ta propre estime. C'est des paroles qui m'aident. Je trouve que les poètes nous incitent à aller chercher à l'intérieur, à réparer l'intérieur pour pouvoir aller vers l'extérieur. Et c'est ça qui me guide, en fait. C'est des paroles, c'est des mots, c'est aussi des attitudes, comment dire, je trouve qu'on souffre un peu d'un manque d'égard les uns envers les autres. Il n'y a rien qui me touche plus que la bonté ou que l'attention. Des fois, je demande mon chemin dans la rue à quelqu'un et s'il me répond avec douceur ou avec amabilité, ça m'émeut. Je crois que la bonté, la tendresse, l'égard qu'on a pour les autres me touche. C'est ça qui me tient. En fait, je disais toujours, j'ai besoin chaque jour d'une petite dose d'attention. Et qu'il faudrait aussi que je la donne, moi, évidemment. Parce Je suis sûre que vous la donnez. Je suis sûre. Oh, non? C'est compliqué, c'est difficile d'être disponible, d'être ouvert et d'être... C'est Valzer qui disait, j'ai joué une pièce de Valzer, Les Enfants Tanner, qui disait j'aimerais être un cadeau pour les gens. Être un cadeau chaque jour, m'offrir à quelqu'un. Voilà, c'est l'idée qu'on a. Et aussi, ça me fait penser, j'ai une amie qui est chanteuse, France Léa, qui dit elle dit, que très souvent, elle donne ça, donc tout le bras, et on lui prend que le petit doigt. C'est vrai qu'on souffre des fois de ne pas être assez cambriolé, de ne pas être assez forcé dans nos retranchements pour donner tout ce qu'on a à donner. Il y a des jours entiers où on vit sans avoir l'impression de dispenser un peu d'amour. C'est plus facile d'être un cadeau sur scène que dans la vie? Bien sûr. C'est une vengeance parfois? En tout cas, c'est un rattrapage, c'est une respiration nécessaire, mais ça peut être aussi une facilité, c'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre sur scène à 100%, d'aller au-delà de moi, d'aller puiser à l'intérieur ce que j'ai à donner d'humanité. Et quelquefois, c'est un oreiller de paresse pour ma vie de tous les jours. Je sens que j'ai toujours eu plus de difficultés à vivre ma vie qu'à vivre la vie de mes personnages sur scène. Mais en même temps, mes personnages, c'est moi aussi. Parce qu'à partir du moment où on a tout en nous, on exprime forcément des choses de nous sur scène. Mais c'est plus difficile. Sur scène, on est protégé. On a un texte appris, on a une partition qui est là, bien codée. Les gens, en plus, sont venus pour vous voir, ou voir le spectacle, ou voir les acteurs, ou voir la pièce que vous jouez. Ça nous donne une légitimité que des fois dans la vie, on manque d'audace et on manque de force pour aller vers les autres. On quitte Leclésio pour d'autres questions. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. Oh là! Yvette. Mais c'est incroyable. Non, vous étiez devant Moi, une lumière, là. Oui, j'ai vu autre chose.
Ça va? Oui. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous m'avez parlé du rien, du vide. L'éloge du rien. C'est difficile de se retrouver effectivement face au vide, face au rien. C'est sans fil. C'est sans fil et puis en même temps c'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui arrive devant moi, c'est-à-dire vieillir, mourir. Faut pas que ce soit peuplé de rien, mais en même temps le rien existe, en même temps il faut en faire le tour, il faut l'apprivoiser parce que le gouffre il est là toujours, tous les jours. Et il y a des fois où vous perdez pied et des fois où vous essayez de meubler ce rien. Et moi je suis pas croyante. Je le regrette des fois, j'aimerais avoir foi, la foi, et en même temps je me dis c'est aussi courageux de vivre sans la foi, mais la foi en quoi? Est-ce que j'ai la foi en l'être humain? Pas toujours. Quelquefois le vide est plus fort que tout, mais en même temps si je suis toujours là et toujours en vie, c'est que j'ai réussi quand même, bon gré, mal gré, à traverser et à trouver toujours des raisons de vivre et des raisons d'exister. Ce vide, ce rien, vous le ressentez plus fort avant de jouer ou après? Alors après. Après. C'est un peu des fois comme quand on a fait l'amour ou comme quand on a vécu des choses fortes. Il y a une sorte de voile qui passe et il faudrait arriver à vivre intensément. Il m'arrive des fois, moi, quand je suis devant une chose belle à vivre, de me dire elle va prendre fin. Ce qui est un peu ridicule, mais ce qui arrive aussi, il faut goûter, il faut profiter des moments intenses. Ils ne sont pas très souvent là. C'est un peu comme, je repensais aux poètes qui nous montrent la voie, qui nous guident. Il y a des éclairs comme ça dans la nuit, qui nous font entrevoir la beauté ou entrevoir l'éternité ou entrevoir une sorte de félicité ou de paix intérieure. Et puis il y a des moments où on n'arrive plus à retrouver ça, quoi. Mais moi, je suis à la recherche de ça. C'est-à-dire, je m'étais toujours dit à 60 ans, tu seras en paix, tu seras bien avec toi-même. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc je cherche toujours. J'ai l'espoir de trouver encore en moi des territoires que je ne connais pas, pour aller les explorer. Et c'est vrai que mon métier m'aide beaucoup à ça. Alors vous m'avez dit quand même, je suis faite pour la vie contemplative, je suis timide. Pourtant, vous avez fait votre vie sur scène, vous me dites que vous êtes une intranquille. Finalement, vous avez un goût certain pour vous éprouver. Est-ce que la violence que tout ça provoque, ça aide face au rien, face au vide? Non. C'est vrai que que je me bouscule pas mal, mais j'apprends aussi, avec le temps qui passe, à avoir de la tendresse pour moi. C'est important, c'est obligé. J'ai le corps vieilli, le visage... Enfin, je me vois vieillir et je me dis, il faut, Yvette, que tu aies de la tendresse pour toi, que tu aies de la générosité. Si on se tend la main, il faut pouvoir se la prendre, la main, et pas se la refuser. Donc, j'apprends aussi ça. Mais c'est vrai que je peux être un peu dure avec moi-même, un peu me donner des ordres, ou être jamais satisfaite, être jamais contente, être toujours en train de me dire mais non, c'est pas assez bien ce que tu fais, tu es toujours en deçà, tu es toujours en dessous, tu n'arrives pas à la hauteur de tes exigences. On est toujours un peu une esquisse ou un brouillon de ce qu'on aimerait être. Ça, c'est sûr. Vous êtes une drôle de contemplative alors. Mais je suis contemplative dans le sens où je peux attendre. Pendant des heures entières, attendre. Je ne sais pas trop quoi, mais j'aime attendre. J'aime me taire. Je n'ai pas l'air comme ça, peut-être je parle là, mais j'aime le silence. Non, je crois que ce n'est pas incompatible. Autant sur scène, je fais du bruit, autant je peux me taire et être dans la contemplation. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Absolument. Ouais. On poursuit le chemin, Yvette? Oui, on poursuit. Alors vous pouvez vous asseoir. Je peux m'asseoir. Oui, vous avez un fauteuil lumineux. C'est étrange, je concède, mais... Mais il est où? Il est tout près de vous, en face de l'écran, voilà. Vous posez la main dessus. Oui, je pose la main dessus. Pour regarder disons, le spectacle originel. Vas-y, encore un peu, Sophie.
Vas-y. Vas-y. Vas-y, encore un petit peu. Oui. Ouvre ton pied, Sophie. Voilà. Hey, bonjour. Yvette, lorsque j'ai demandé une fois à l'écrivaine Yvette Sgragen à quel moment de sa vie elle s'était sentie le plus femme, elle m'a dit lors de la naissance de mon unique enfant. Vous diriez la même chose ? Oui, je me suis en tout cas sentie forte et en même temps fragile, parce que c'est brutal, comme j'ai trouvé ça violent, mais oui, je me suis sentie vivre là, mais pas seulement, je dirais, mais c'est vrai que je suis contente d'avoir mis un enfant au monde, oui. La maternité, ça a modifié votre identité ? Ça a modifié en tout cas l'attention que je pouvais porter à quelqu'un d'autre. Et la reconnaissance finalement à cette personne d'être venue au monde. De pouvoir lui dire merci, quoi, d'être venu, d'être là. C'est mon fils, en l'occurrence, David. Et oui. On apprend à aimer aussi. Vous parliez tout à l'heure de cette difficulté finalement à donner. Moi, je crois que la vie, c'est un peu de temps fait pour apprendre à aimer. Est-ce qu'on a aimé ? Je commençais une fois un tour de chant en disant ça. Je ne sais pas aimer, je voudrais bien comprendre. Je cherche un peu de vérité, encore tout à apprendre. Je crois que rien ne me manque sauf moi-même. Et c'est vrai que le fait d'avoir un enfant, ça vous oblige à, oui, à être plus attentive, mais c'est pas toujours simple. La difficulté d'aimer, pour moi, elle est réelle. Aimer un homme, aimer un enfant, aimer tout simplement, c'est pas quelque chose qui m'est facile. Voilà, c'est ça que je peux dire. Dans votre prochain tour de chant, vous parlerez beaucoup de votre relation à votre mère, mère qui n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que c'est un moyen de lui dire à l'oreille des mots que vous ne lui avez pas dit lorsqu'elle était là ? Oui, je lui ai dit que je l'aimais, quand elle est partie, j'ai pu lui dire. Mais c'est vrai que je me réjouis de reprendre contact avec elle, d'écrire ce nouveau spectacle, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites de son vivant. Et je pense qu'au-delà de la mort, on peut continuer un dialogue et réparer peut-être des fous rires, des mots qui n'ont pas eu lieu. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous allez lui dire pendant ce tour de chant ? Je vais essayer de parler d'elle et de moi. Je vais essayer à travers des choses très simples qu'on a vécues, elle et moi, ou qu'on n'a pas vécues. Je vais lui parler de moi, de mon combat féministe, puisque je vais aussi parler, il y aura la relation singulière à ma mère dans ce spectacle, mais aussi le combat des femmes pour leur émancipation, donc une histoire plurielle. Mais elle l'avait accepté, ce combat ? Oui, elle l'avait accepté, mais en même temps, faut dire qu'elle a eu le droit de vote à 50 ans seulement. Elle a obtenu le congé maternité, elle était déjà morte. Nous, on venait d'un couple où le père était chef de famille, où la religion catholique était extrêmement forte. Et on ne s'imagine pas tout le parcours que les femmes ont fait. Si, on s'imagine. En 40 ou 50 ans, elles sont passées du stade de mineures au stade de femmes plus responsables de leur vie. Et le combat ne fait que commencer, pour moi encore. Donc, elle m'a comprise sans me comprendre. J'ai chanté des choses aussi au début que je chantais qu'elle n'a pas compris, et ça l'a heurté. Et maintenant, avec le recul, je le comprends très bien, parce que je disais des mots durs, des fois des choses dures par rapport à la position de la femme, quand je parlais du viol, ou quand je parlais de... Je pense que ça l'a bousculé, que ça l'a dérangé, quoi, c'est sûr. On poursuit ? Oui. Ah, Emily Dickinson. Vous la reconnaissez, cette poétesse américaine qui est morte en 1886, puisque vous l'avez jouée 2 fois.
Elle vivait recluse, elle sortait quasiment pas. Vous l'avez jouée une première fois en 89 Philippe. et une deuxième fois en 2000 avec justement une pièce mise en scène par Philippe Morand qui va être quelques instants la voix d'Émilie. Je suis personne. Qui es-tu? Es-tu personne aussi? Alors nous sommes deux. Chut, il l'ébruiterait. C'est si triste d'être quelqu'un, d'être public, comme une grenouille qui dame son nom tout le mois de juin à un marais pâmé. C'est important les mots. Hein. Oui, c'est sûr qu'Emily Dickinson aussi, quoi. Être une vraie personne, ce qu'elle disait, être là dans l'instant présent, dans un petit périmètre. Elle disait, la surface ne prouve pas la profondeur. Elle a vécu recluse dans un petit espace, mais elle a tout vécu dans ce petit espace. Et pour moi, c'est un souvenir très fort, la rencontre avec ce texte de Michel Garneau. Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone. Est-ce que les mots peuvent nous guérir, ou en tout cas nous consoler, soulager? Nous consoler, oui. En tout cas, ces mots à elle m'ont accompagnée longtemps. Je ne pensais pas que ce serait si fort pour moi de jouer ce personnage-là. Elle m'habite encore parce qu'elle disait... Je me souviens qu'on disait que c'était, quand on montait ce spectacle, c'est une sorte d'entreprise de la lucidité. Face à soi, face à ses manques, face à ses goûts, face à sa force aussi, face à sa cruauté, à sa violence qu'on a en nous. Elle a vécu tout ça dans ce petit espace. Et Émilie. Philippe, pour vous, Yvette, c'est un peu Émilie? Parce que vous ne l'avez pas choisie pour rien. Oui, je me demande si elle ressemble à Émilie ou si c'est Émilie qui ressemble à Yvette. C'est pas très important. Mais c'est sûr que pour moi, dès le départ, Yvette était l'incarnation vivante, celle que je connaissais, celle que je pouvais côtoyer, avec qui j'avais déjà travaillé, de cette femme, cette immense poétesse américaine. Mais il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que les mots peuvent blesser, peuvent tuer. Bien sûr. Le silence aussi. Il peut tuer? Moi, je pense, si on se tait trop sur certaines choses, si on a des indignations, il faut les dire aussi. C'est compliqué, hein. Mais du silence, tout peut sortir aussi. Bien sûr. Yvette, rien aussi. Yvette, c'est vrai. Émilie, c'est un peu vous? Parce que vous laissez Philippe Morand dire ça, Oui, mais je après tout, vous avez votre mot à dire. parce Hein. qu'il Il m'a parle dit- du silence, mais il ne veut pas qu'on lui réponde, le coquin. Non, Émilie, je pense pas que c'est moi, mais c'est vrai que je me suis beaucoup... Vous avez un côté recluse comme ça, parfois? Oui, oui. Je suis assez solitaire. Des fois, je le regrette, puis des fois, je me dis, mais c'est comme ça, tu vis un peu seule, et voilà, comment dire, ça fait partie de la vie aussi, la solitude, et il faut l'apprivoiser. Je crois que, heureusement ou malheureusement, on est seul, non? Bon, là, vous êtes deux, hein. Oh, on est c'est deux, du oui. luxe. De Du solitude en rencontre. Bon, Est-ce que les mots d'Emily Dickinson, le fait qu'elle soit femme, arrivent encore plus ou encore mieux à ta sensibilité, à tes douleurs, à tes tendresses et à tes bonheurs? Sans doute. J'ai plus de peine à lire sa poésie qu'à lire le texte de Michel Garneau. J'aimais bien l'Émilie de Garneau, mais j'aime aussi beaucoup ses poèmes, que je relis de temps en temps. Mais ce n'est pas une écriture facile, hein. C'est une écriture compliquée, une écriture recherchée, fouillée, mais elle va aussi à l'essentiel, ce que je ne suis pas du tout. Moi, parce que là, je bavarde beaucoup. Mais je trouve que ces poèmes ne sont pas si faciles que ça à aborder. Hein. Elle écrivait ses poèmes sur des petits bouts de papier dans sa cuisine en faisant des confitures. Oui. Toi, Yvette, tes chansons, parce que tu as aussi ce métier d'auteur. Tu écris, tes chansons, tu les fais dans ta cuisine comme la petite Émilie? Non. Tu les fais où? Non, je l'ai fait. J'ai des cahiers sur lesquels je note. J'écris beaucoup moins qu'avant. Je suis intimidée maintenant par l'écriture. Je pense que c'est un métier qui s'apprend, qui se pratique. Moi, je ne l'ai pas pratiqué. J'écris quand je ne peux pas faire autrement. Mais si je peux trouver les mots chez les poètes, je préfère les trouver chez les poètes. Je crois que ce n'est pas de la modestie, c'est qu'il y a des gens qui ont dit beaucoup mieux que moi ce que j'ai à exprimer. Donc si je le trouve chez d'autres, je le prends chez d'autres. Yvette, il nous reste encore un objet à découvrir. On remet Philippe Morand comme barbe bleue dans son placard. Voilà, exactement. Oui. À l'autre bout. À l'autre bout, là-bas.
Vous en portez souvent de la dentelle, on m'a dit. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est fait souvent par des mains de femmes aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? C'est délicat, hein? C'est très beau, ouais. C'est très beau. Ben, ma mère me disait que je m'habillais toujours avec mes rideaux. Elle... C'est pas très sympa, ça. J'espère que vous lui direz dans le spectacle. Oui, je lui dirais. Non, mais c'était gentil de sa part. C'était pas du tout parce qu'elle trouvait que j'étais extravagante. Je me suis un petit peu calmée, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps de la dentelle parce que je trouve que c'est un côté doux. Fragile? Un peu côté fragile aussi, on voit à travers et tout. C'est délicat. C'est beau, ça. On n'imagine pas Yvette Terola en cuir. Non, j'ai jamais mis, c'est vrai. Si, j'avais une jupe quand j'étais adolescente en cuir brun. Quand je voulais faire dame, que je m'achetais des souliers à hauts talons et que j'essayais, non pas dame, femme, d'essayer de marcher avec et que je me disais, si tu es une femme, il faut quand même que tu aies les attributs féminins. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis du cuir, non. Vous dites, je jouais un personnage. Oui. Vous arrivez à ne plus jouer Non. du tout? Non. Je joue. Maintenant, là, vous jouez? Oui, je pense. Vous jouez à quoi? Bon, je joue à répondre à vos questions, mais... Oui, mais vous jouez pas un personnage? Non, c'est difficile hein, quand on est acteur, actrice, de plus jouer du tout. Parce qu'on est malgré tout en représentation et on a conscience qu'on est en représentation. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon métier, quoi, d'être, c'est vrai, toujours en représentation. Je me demande par moment à quel moment je suis vraie, à quel moment on est vrai, dépouillé, où on a un instant de vérité. C'est ce que j'essaye de trouver ça, parce que ça me plairait. Je ne sais pas si j'ai parlé avant de ça, de territoire encore à conquérir. Moi, c'est ça que j'aimerais arriver à cerner au plus près. Si j'ai une vérité, laquelle est-ce? Qu'est-ce que c'est ma vérité? Pourquoi est-ce que je suis venue là, en fait? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et j'aimerais encore... Il me semble que j'ai encore des choses à découvrir, que je n'ai pas fait le tour, quoi. Mais il n'y a pas un lieu où vous vous sentez vrai, sans masque, sans rien? Quand je suis seule face à... Ou face à un médecin aussi? Est-ce qu'on n'est pas sans masque? Oui. On en a encore un, là? J'arrive pas à vous répondre. Je trouve qu'on avance masqué, mais parce que c'est normal. Si on avance trop démasqué, on en prend plein la figure, si on est un peu sensible et si on est à découvert. Donc c'est normal qu'on avance avec des masques. Et on peut pas comme ça s'exposer, être toujours... je pense pas. Il y a des gens plus vrais que d'autres. J'ai vu l'autre jour, je sais plus sur quelle chaîne de télévision, une Africaine qui parlait de son excision. Et comme elle en a parlé, est-ce qu'elle en a dit, et comme elle a parlé de son corps, de la jouissance féminine, et aussi du fait qu'elle avait rencontré quelqu'un, parce qu'elle a réussi en plus à divorcer, ce qui était impossible dans sa culture et dans sa famille, et que là, elle venait de rencontrer un homme qui lui redonnait confiance en elle-même. Comme elle a parlé de tout ça, c'était tout simplement magnifique. Et je me disais, voilà une femme vraie qui parle de ce qu'elle a vécu d'une façon vraie. Ça encore, ça peut me toucher, mais je trouve que c'est de plus en plus rare de rencontrer des gens vrais. Voilà, Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut passer par la souffrance pour arriver à cet état de Mais vérité? non, je voudrais pas dire ça, parce que je trouve que c'est terrible de dire que la souffrance est rédemptrice. Mais en même temps, force m'est de constater que c'est aussi à travers des épreuves que j'ai vécues ou des souffrances qu'on peut aussi avancer. C'est vrai aussi, mais c'est peut-être pas forcément la seule voie. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent et qui s'aigrissent encore plus et qui se rigidifient. Et il y a des gens qui ne souffrent pas du tout et qui sont lumineux. Donc, il n'y a pas de théorie par rapport à ça, je pense pas. Moi, je sais que les souffrances que j'ai pu traverser m'ont quand même ouvert m'ont fragilisé, mais en même temps m'ont aussi rendue plus humaine. Parce que quand j'étais très jeune, je pouvais être dure, j'avais quelque chose de dur en moi, que j'ai toujours, mais j'ai aussi cultivé après ma tendresse et ma douceur à travers des épreuves. Vous savez que c'est étrange parce que dans votre voix, il y a autant de tremblements, de rage que d'amour et de fragilité, mais pas seulement dans votre voix, et ça c'est très étonnant, il y a aussi ça dans votre rire. Dans mon rire. Donc, vous avez une voix et un rire très vrais.
sans masque. Merci. Oui, c'est possible qu'il y ait des moments où je suis sans masque, mais écoutez, je ne cherche pas à être... oui, mais je veux essayer de plus m'obliger non plus à des choses impossibles. Il faut que je me prenne comme je suis. Il faut que je m'accepte comme je suis, avec mes moments de non-vérité, avec mes moments de faiblesse. Il faut que j'apprenne aussi ça, à être ce que je suis, et puis à consentir à être moi et à le faire bien, quoi. Merci Yvette Terola. Merci.